Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le Hezbollah hausse le ton. Dans une lettre ouverte adressée aux dirigeants et à la population, le mouvement affirme son droit légitime à se défendre contre Israël et rejette toute négociation politique avec Tel Aviv. Cette prise de position intervient alors que les attaques israéliennes se multiplient et que le gouvernement se réunit pour évoquer l'avancement du plan de désarmement du Hezbollah. Dans une lutte ouverte adressée aux trois présidents, le chef de l'État, le président du Parlement et le Premier ministre, le Hezbollah met en garde contre ce qu'il appelle un piège israélien. Depuis l'accord de cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024, le Hezbollah affirme avoir strictement respecté les termes de la trêve. Mais selon lui, Israël poursuit ses violations par voie terrestre, aérienne et maritime pour imposer des conditions nouvelles, notamment le désarmement total de la résistance. Le message est clair, aucune négociation directe ou indirecte tant que l'agression se poursuit et qu'Israël cherche, selon le mouvement, à obtenir des gains politiques impossibles à accepter. Une prise de position qui intervient alors que des voix au sein de l'appareil d'État plaident pour ouvrir le dossier des arrangements sécuritaires au sud. Le Hezbollah, lui, refuse d'aborder la question du monopole des armes hors d'un cadre strictement national. Le mouvement appelle donc à une posture nationale unie face aux pressions extérieures, assurant que l'objectif d'Israël serait d'affaiblir tout le pays et non une seule formation politique. Ce rappel du Hezbollah relance le débat sur la stratégie de défense et le rôle futur de la résistance. Une position qui pourrait compliquer les efforts diplomatiques et maintenir le pays dans une situation de tension durable. Propos qui interviennent alors que le président libanais Joseph Aoun plaide, lui, pour des négociations directes avec Israël. Une main tendue restée sans réponse tandis que les bombardements se poursuivent et qu'Israël menace d'opérations d'envergure au Liban. Au Liban Sud, la tension est montée d'un cran après des avertissements urgents lancés par l'armée israélienne aux habitants de plusieurs localités. Quelques minutes plus tard, des frappes aériennes ont visé les régions de Tyr et de Nabatiyeh, ainsi que Zaoutar et Kfardounin. Les écoles privées seront fermées demain à Nabatiyeh et Tyr. Alerte maximale dans le sud du Liban. Aux alentours de 15 heures, l'armée israélienne a envoyé des avertissements urgents aux habitants de plusieurs villages dans Aït al-Sha'ab, Taïr Dibba et Taïbé. Des cartes diffusées en ligne et des appels téléphoniques ont ordonné l'évacuation immédiate des zones ciblées. Quelques minutes plus tard, les bombardements ont commencé. Près de Tyr, entre les localités de Toura et Abbasiyeh, des frappes ont visé ce que l'armée israélienne décrit comme une infrastructure du Hezbollah en cours de reconstruction. La région de Nabatiyeh a été également ciblée. Selon un bilan officiel du ministère de la Santé, un homme a été tué, identifié comme Ahmad Mohamed Jafar, et 8 autres personnes ont été blessées. Les écoles de la région de Tyr, Abbasiyeh et Marchouk ont immédiatement fermé leurs portes. Sur les routes, d'importants embouteillages se sont formés alors que des familles tentaient de quitter les zones menacées. Simultanément, des drones israéliens ont lancé des tracts dans la région de Aït al-Sha'ab, accusant certains habitants de collaborer avec le Hezbollah. Un peu plus tôt dans la journée, un drone israélien avait déjà largué une munition sur la côte de Ras Nakoura. Les habitants de la Mecca Nord et de Hermel ont également signalé un survol intensif d'appareils israéliens. Malgré les bombardements, un haut responsable israélien cité par la télévision publique affirme que Tel Aviv ne souhaite pas d'escalade avec le Liban. Des déclarations qui contrastent avec la réalité sur le terrain, où les survols aériens et les attaques se multiplient depuis plusieurs jours. Le gouvernement réuni au palais présidentiel de Baabda examine un ordre du jour chargé. Au centre des discussions, les modifications du code électoral et le suivi du plan de l'armée visant à imposer l'exclusivité des armes à l'État dans un contexte politique et sécuritaire tendu. Premier dossier, la réforme de la loi électorale. La proposition phare, permettre aux Libanais de l'étranger de voter pour les 128 députés du Parlement au lieu de 6 sièges spécifiques.
Une évolution qui pourrait rebattre les cartes et renforcer le poids de la diaspora dans la future Assemblée. Deuxième sujet épineux, la mise en œuvre du plan d'exclusivité des armes par l'État. L'armée a présenté son second rapport mensuel sur le désarmement des groupes armés en dehors des forces légitimes, dans un contexte où les tensions avec Israël restent très élevées au sud. Parallèlement, les ministres doivent approuver une série de nominations administratives et de mesures liées à la fonction publique. Les États-Unis tentent de faire avaliser par l'ONU le plan de Donald Trump pour Gaza. Washington a présenté un projet de résolution soutenant la mise en place d'une force internationale dans l'enclave palestinienne, tandis que les discussions diplomatiques s'intensifient autour de l'avenir du territoire, toujours fragile malgré le cessez-le-feu avec le Hamas. À New York, Washington intensifie sa bataille diplomatique. Les États-Unis ont présenté un projet de résolution pour faire adopter par le Conseil de sécurité le plan Donald Trump pour Gaza. L'ambassadeur américain Michael Waltz a réuni les 10 membres élus du Conseil et plusieurs partenaires régionaux, dans l'Égypte, le Qatar, les Émirats, l'Arabie saoudite et la Turquie. Un signe, selon Washington, du soutien déjà acquis au texte. Le texte salue la création d'un comité de la paix présidé par Donald Trump lui-même, mais surtout, il autorise le déploiement d'une force internationale de stabilisation à Gaza. Composée majoritairement de pays arabes et musulmans, cette force serait chargée de sécuriser la bande de Gaza au fur et à mesure du retrait de l'armée israélienne. Elle est prévue dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier, après 2 années de guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque du 7 octobre. En visite en Israël, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, s'est dit optimiste. Il estime que cette force internationale sera déployée très prochainement. Les phases ultérieures du plan Trump prévoient aussi le désarmement du Hamas et une vaste opération de reconstruction dont les contours financiers restent encore flous. Une résolution donc loin d'être assurée, tant les enjeux touchent au cœur même du conflit israélo-palestinien. La bataille diplomatique ne fait que commencer. À Belém, en plein cœur de la forêt amazonienne, la 30e conférence des partis s'annonce aux couleurs de haute tension diplomatique. Chefs d'État, ONG et experts tentent de relancer une coopération climatique fragilisée par les fractures géopolitiques et le retrait américain. Le Brésil, pays hôte, espère transformer ce sommet inédit en sursaut mondial pour la protection des forêts et l'action climatique. Belém, capitale du Pará, aux portes de la plus grande forêt tropicale du monde, héberge la première COP de l'histoire organisée au cœur de l'Amazonie. Une cinquantaine de dirigeants ont répondu à l'appel du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, pour tenter de sauver une lutte climatique au bord du précipice. Mais ce sommet hors norme révèle déjà ses contradictions. Belém, une ville modeste aux infrastructures limitées, peine à absorber l'impact logistique. Certains délégués des pays les plus pauvres sont hébergés sur des navires de croisière affrétés par le Brésil. Dans les rues, les embouteillages s'aggravent, et le site même de la COP semble encore en chantier. Pour le Brésil, l'enjeu est aussi diplomatique. 10 ans après l'accord de Paris, le constat de l'ONU est alarmant. Le seuil de 1,5 degré serait désormais inévitable dans les prochaines années. Lula réclame l'application des engagements déjà pris, sans nouvelles promesses creuses. Le président Lula da Silva martèle « Assez parlé, il est temps de faire ce que nous avons déjà promis au monde ». Mais ce sommet se déroule sans les États-Unis, deuxième pollueur mondial. Une absence critiquée, mais parfois vue comme un soulagement par ceux qui redoutent que Washington, sous l'administration Trump, cherche à freiner les efforts climatiques internationaux. Des diplomates de pays en développement estiment que ce n'est pas de la charité. Ils insistent. Nous avons besoin de financement climatique pour survivre. Entre tensions nord-sud, intérêts pétroliers et urgences planétaires, la COP30 offre au Brésil une tribune mondiale. Mais le défi est immense. Stopper la déforestation, réduire les émissions fossiles,
et surtout restaurer la confiance entre nations. À Belém, les regards sont tournés vers l'Amazonie, une région vitale pour le climat mondial et qui attend des actes à hauteur des discours. Les bombes se taisent parfois, mais leurs échos continuent de résonner dans l'air, dans l'eau et jusque dans les sols. Au Liban, les conflits successifs laissent derrière eux un champ de ruines écologiques et un désastre naturel silencieux. À l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre, retour sur les plaies invisibles d'un pays meurtri. Depuis plus d'un an, le sud du Liban subit les conséquences d'une guerre d'une intensité inédite. Derrière les pertes humaines et économiques, une autre crise se dessine, celle d'un environnement gravement contaminé. Les bombardements ont saturé l'air de particules fines et de composés toxiques. Les scientifiques alertent. Dioxines, furanes, hydrocarbures aromatiques, des substances hautement cancérigènes se sont infiltrées dans l'atmosphère, puis dans les pluies, les sols et les nappes phréatiques. Les terres agricoles du Liban, poumon économique du pays, ont payé un lourd tribut. Plus de 1800 hectares détruits, 47 000 oliviers arrachés et des concentrations de phosphore blanc jusqu'à 900 fois supérieures aux normes mondiales. Ce même phosphore, qui stérilise la terre, brûle les racines et empoisonne lentement l'avenir. Dans le sud, l'agriculture représente jusqu'à 80% du PIB régional. Aujourd'hui, un quart des agriculteurs ne peuvent plus accéder à leurs champs et des milliers d'animaux d'élevage ont péri. La sécurité alimentaire du pays s'en trouve durablement compromise. Le réseau hydrique n'a pas été épargné. Les nappes phréatiques, déjà fragiles, sont désormais contaminées par les produits chimiques issus des bombardements. Avec des stations d'eau détruites et des canalisations endommagées, des milliers de familles n'ont plus accès à l'eau potable. Les forêts, dernier refuge d'une biodiversité unique, ont également été frappées. Plus de 1200 hectares de couverts forestiers partis en fumée, accélérant la désertification et privant le pays d'un bouclier naturel contre le changement climatique. À la COP29, en 2024, le Liban lançait déjà un appel à la communauté internationale. Reconnaître enfin la responsabilité environnementale des conflits armés, car les guerres ne détruisent pas seulement les peuples, elles ravagent aussi les écosystèmes qui les font vivre. Au-delà des ruines et des chiffres, une vérité s'impose. La guerre ne s'arrête pas quand les armes se taisent. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous suivre sur nos plateformes et réseaux sociaux. Bonsoir.